Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire ouvert. Alors, Kesako, allez-vous me dire un webinaire ouvert? Ce webinaire, il n'est pas réservé à nos seules entreprises adhérentes. On en fait un par an. Il est ouvert à tout un chacun. Allez savoir, ma propre mère est peut-être connectée ce matin parmi vous, adhérents ou non. En tout cas, si vous êtes présent aujourd'hui à nos côtés, c'est que le sujet des microagressions en entreprise vous intéresse. Alors, avant de débuter, je vais vous demander de bien vouloir couper juste vos micros pour vous proposer, plutôt, si vous le voulez bien, d'interagir par le chat en posant des questions, en partageant vos commentaires. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, évidemment, utiliser les réactions Teams. C'est sympa, mais je crois que certains d'entre vous ont déjà commencé. N'hésitez pas aussi à activer vos caméras, pas de problème. C'est plus agréable aussi pour nos intervenantes. Et puis, je vous précise également que ce webinaire est enregistré. Alors l'an dernier, lors de notre webinaire ouvert, nous avions abordé les violences sexistes et sexuelles en entreprise en vous présentant un outil pour vous accompagner dans la mise en place de vos politiques de prévention. Aïssata, qui m'accompagne à la technique aujourd'hui, va vous partager le lien du webinaire de l'an dernier et puis notre outil également. Vous êtes gâtés pour commencer. Et puis, quelques mots évidemment de présentation sur notre association, parce que tout le monde ne la connaît pas, peut-être. Donc, moi, je suis Alice Chanson, je suis directrice de l'expertise diversité, équité et inclusion pour les entreprises pour la cité. Et depuis presque 40 ans, notre association mobilise et inspire les entreprises en matière d'innovation sociale. Alors, nos actions auprès des entreprises, elles peuvent se résumer finalement en 3 mots: inspirer, mobiliser et également accompagner. Alors, inspirer via des événements comme celui-ci, entre pairs, tout au long de l'année, et puis aussi des outils d'information qui sont mis à la disposition de nos membres. Mobiliser via des actions de terrain, notamment avec des coachings emploi et à travers nos 2 programmes, Innove Avenir pour l'inclusion numérique des jeunes des territoires fragilisés et puis Levier pour l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. Et accompagner tout simplement via des missions de conseil ou des actions clés en main. Alors tout cela, ça ne pourrait pas se faire sans une équipe géniale qui est déployée dans 9 villes sur l'Hexagone et puis également Pointe-à-Pitre. Et nous portons également depuis 21 ans la charte de la diversité, texte d'engagement que vous connaissez très certainement et qui est signé par plus de 5000 entreprises en France désormais. Mais assez parlé de nous, je pense que vous êtes impatients que nous rentrions dans le vif du sujet avec nos invités. Alors, si je vous dis, tu ne fais pas ton âge, tous les Asiatiques sont forts en informatique, d'où viens-tu vraiment? Ou si je donne ces petits mots, ces surnoms à mes collègues, Miss, mon coco, ma grande, toutes ces remarques, ces propos, voilà, sont autant de propos que 82% des salariés ont déjà entendus sur leur lieu de travail, selon une étude de l'IFOP pour le cabinet conseil Paritalité, publiée en juin 2024. Ces blagues, ces commentaires, ces comportements, ils ont l'air parfois anodins, mais ils perpétuent finalement des clichés stigmatisants pour les personnes visées. 48% des salariés se disent avoir été victimes d'au moins une de ces microagressions. Elles portent mal leur nom, comme on le verra avec Diane, parce que leur impact est grand sur les victimes et l'auteur ne pense pas toujours à mal. Le mot microagression, il a fait son chemin outre-Atlantique, mais il reste assez largement méconnu en France où les conséquences sont plutôt souvent minimisées. D'ailleurs, il n'y a pas de définition légale du terme. Alors, lors de cette table ronde, nous allons explorer avec nos invités plusieurs sujets. Déjà, l'impact des microagressions en entreprise sur les salariés et la culture d'entreprise, le rôle des équipes RH et des managers dans la prévention et la gestion de ces comportements,
Et puis, les actions concrètes et les outils pour instaurer un climat de travail respectueux et inclusif. Alors, je vais arrêter le partage pour que vous puissiez quand même voir nos intervenantes. Je vais commencer par présenter Diane Gonin. Tu as fondé il y a 4 ans le cabinet Paritalité, justement, afin d'accompagner les entreprises à accélérer leur transition culturelle pour devenir plus inclusives. Pour toi, l'inclusion, ça repose vraiment sur un changement collectif, rendre possible grâce à une transformation des comportements individuels. Tu es d'ailleurs à l'initiative de l'étude dont j'ai parlé avec l'IFOP. Donc, bienvenue parmi nous, Diane. Merci bien, Alice. Karen Vauvan, tu es diplômée d'un master 2 en RH. Tu es dans les RH opérationnels depuis une quinzaine d'années et tu as pu exercer ton métier dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'ingénierie, l'industrie, le marketing digital. Et puis, depuis 2 ans, tu es chez Equance, filiale du groupe Bouygues. Et ton périmètre d'intervention est assez large, puisque tu agis aussi bien sur l'Île-de-France, le Nord que la Normandie. Eh bien, bienvenue Karen parmi nous. Merci beaucoup, Alice. Et puis Elisabeth, Raphaël Barao, the last but not the least. Depuis plusieurs années, tu mets ton énergie au service des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de l'entreprise, responsable RSE et référente harcèlement. Ta mission en lien avec la DRH et la direction de Dio Siassi est de veiller à ce que les collaborateurs du groupe évoluent dans un environnement de travail équilibré, inclusif et exempt de toute discrimination. Bienvenue, Elisabeth. Bonjour. Alors, bonjour vraiment à toutes les trois. Merci pour votre présence ce matin. Pour rappel, n'oubliez pas chacun et chacune de bien couper vos micros. Vous interagissez dans le chat. On regardera avec Aïssata les questions que vous allez vouloir poser à nos invités ou les réactions que vous avez eues. Et puis, on dédiera de toute façon à ces 10 minutes à la fin justement pour que vous puissiez échanger avec elles. Alors, Diane, je vais commencer par toi parce qu'il faut bien commencer par quelqu'un. Est-ce que pour débuter, tu peux définir finalement ce qu'est une microagression? Je n'ai pas trop avancé sur ça dans l'intro parce que je savais que j'allais pouvoir te poser cette question. De quoi on parle exactement quand on parle de microagression? Alice, tu l'as dit très justement, les microagressions portent bien mal leur nom. D'abord, pour la personne ciblée, ce n'est jamais micro, mais l'impact est macro. Et c'est rarement une agression. L'auteur est parfois involontaire. Euh, Pourquoi les microagressions sont si importantes? Et à mes yeux, c'est probablement un des grands angles morts des stratégies de diversité et inclusion. C'est parce que ce sont le terreau des discriminations. Et donc ces microagressions, tu en as cité quelques-unes, ces phrases, ces propos qui, d'apparence banale et voire perçus comme une plaisanterie, viennent stigmatiser une caractéristique de ton identité. Je vais aller chercher un petit mot qui parle de ton genre, de ton origine, de ton orientation sexuelle réelle ou supposée, de ton état de santé, de ton apparence physique. Aujourd'hui, par exemple, en France, on a les stéréotypes les plus négatifs sur l'âge au monde. Alors, avec cette réforme des retraites, je ne sais où elle nous mènera. On va avoir, et on a déjà 4 générations qui travaillent ensemble. Et donc, ces microagressions, quelle que soit l'intention, et c'est là où c'est important. Hier, j'animais une formation sur ce sujet en se demandant, cette personne ciblée qui est une victime, et tu as cité les chiffres, c'est presque un salarié sur 2 aujourd'hui. Est-ce que si l'intention, qui était juste pour rire, n'était pas venue là pour te blesser, ça reste une microagression? Et la réponse est oui. Il y a ce sujet de me décentrer et de ne plus juste pas me cacher, mais voilà, avoir comme réponse si je sens que je t'ai blessé, oh écoute, c'était pour rire, c'est d'aller reconnaître que ce mot-là, en fait, a peut-être fait rire une partie de l'Assemblée, voire, j'ai le sentiment que toi aussi, personne ciblée, tu ris, qui était plutôt une stratégie un peu d'évitement et puis de cohésion. Et donc, on utilise le mot micro
parce qu'elle concerne une relation interpersonnelle entre deux personnes. C'est-à-dire, c'est une personne qui va parler à l'autre. Ça se situe à une échelle. Donc, c'est pas le fait que ce soit une petite agression. Et ce qu'il faut qu'on sache, hein, c'est qu'on peut tous un jour être un auteur ou autrice d'une microagression. Il n'y a pas d'un côté des personnes qui se victimiseraient et de l'autre des agresseurs. Il y a vraiment ce sujet porté par beaucoup de stéréotypes, de petites phrases aujourd'hui qu'on est en train de réinterroger pour savoir si je suis en train de rire avec toi ou de toi. Mhm. Très clair. Et alors, quels sont les impacts des micro-agressions sur les individus finalement, qu'ils soient victimes ou témoins? Et puis, je pense que ça a un impact peut-être sur le climat de travail. Et là, c'est l'ancienne DRH qui vous parle. J'ai travaillé pendant 25 ans en ressources humaines et j'aurais adoré connaître ces chiffres. J'ai mené avec l'IFOP, j'ai commandité à l'IFOP cette étude puisqu'il n'y avait aucune documentation en France sur l'ampleur et l'impact des microagressions. Euh, Ce qui a été le plus frappant, c'est que l'impact est encore plus fort sur les témoins. Je vais vous donner quelques chiffres. Et il y a une réelle déflagration de toute l'expérience collaborateur. Être victime de microagressions à titre personnel, c'est voir mon bien-être, ma motivation, mon engagement, mon sentiment d'appartenance et par contagion, ma performance et ma fidélité s'effriter. Mais, révélation de l'étude, pour les témoins, souvent on parle presque d'un tabagisme passif. Finalement, j'ai été quelque part exposée à ça. Eh bien, les chiffres sont encore plus élevés. Mon bien-être chute pour 75%, ma motivation pour 66%, mon engagement pour 62%. Quand on est témoin sans pouvoir ou savoir comment interagir, on a un fort sentiment d'impuissance et ça abîme ma relation au collectif, à l'organisation et aussi à moi-même. Et puis évidemment, il y a à titre collectif, hein, si individuellement les gens vivent dans un environnement qui n'est pas assez inclusif, mais ça crée un sentiment d'insécurité. On parle beaucoup de la sécurité psychologique qui est nécessaire au sentiment d'inclusion. Et sans cette perception, toutes les promesses de la diversité ne sont pas tenues. Pas d'accélération de l'innovation, pas d'amélioration de la créativité, pas de hausse de la fidélisation. Des impacts majeurs et massifs. J'en profite pour dire ici que avec Alexia Sena, qui est fondatrice donc de Joyeux Bazar, nous venons d'écrire un livre avec justement ce titre Petite phrase, grand débat, grand dégât, comment agir face aux microagressions au travail. Donc il y a vraiment ce sujet de se souvenir de l'impact individuel et collectif et une déflagration, une dégradation forte de tout ce qu'on recherche finalement en termes de performance. Très clair. Alors justement, Elisabeth et Karen, hein, j'arrive vers vous. Pourquoi vous avez souhaité agir sur les microagressions dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Elisabeth, si tu veux prendre la main, débuter. Alice, j'ai eu un petit souci. Alors, je ne sais pas si tu nous demandais qui souhaitait Ah prendre la oui, main. Je suis désolée. Ça a Oui, coupé. oui, oui, Donc, oui. Je te repose la question. Je te disais en fait, pourquoi vous avez souhaité agir en fait sur les micro-agressions dans ton entreprise? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? alors, je dirais, je pense que dans un premier temps, je vais rappeler qui est Diosiasi. Donc, on a un cabinet Ah, alors Elisabeth, et conseil également. On est leader en excuse-moi France. Elisabeth, Vous on t'a pas bien m'entendez ou pas? entendu, ça a coupé. Vas-y, Est-ce que vous essaye. m'entendez là? Là, c'est bon. Top. Donc, je vous disais, Diosiasi, c'est un cabinet de courtage en assurance, en réassurance et en conseil. On est leader en France et en Europe. Notre domaine d'expertise, c'est à la fois l'assurance des personnes, des spécialités, la protection des risques des entreprises, de nos clients. C'est aussi du conseil auprès des entreprises, de nos entreprises. Donc, on a un large scope, ça va du CAC 40 au SBF 120. On passe aussi par du mid-market. Donc, c'est vraiment un vaste monde dans lequel on intervient. Et c'est aussi, et je voulais vous le partager, près de 8500 collaborateurs au total, dont 4200 qui sont en France. Finalement, notre capital, c'est l'humain et on doit le préserver, ce capital. Et en tant qu'entreprise et donc employeur, on a une obligation qui est de prévenir et d'anticiper les enjeux autour du harcèlement, des microagressions, mais c'est aussi une responsabilité morale que l'on a, qui est de garantir un environnement de travail respectueux et sûr pour tous. Et tout à l'heure, tu parlais d'impact que peuvent avoir les microagressions.
Ah, j'aime bien les aléas du direct. Elisabeth, on t'a perdu. Elisabeth. Ah, mais écoutez, je crois qu'on a, pour le moment, on a un petit problème. Elisabeth doit avoir un petit problème de réseau. Alors, Karen, je vais peut-être revenir après Elisabeth si toi, tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es lancée sur ce sujet des microagressions dans ton entreprise. Oui, bien sûr. Je suis vraiment désolée parce que donc au niveau d'Internet, donc ça coupe un peu. Donc je suis obligée de couper la caméra Écoutez, c'est pour pas grave. avoir, Je on va pense dire. que ce matin, Internet nous en veut. Donc, Oui, je suis tant qu'on vraiment entend désolée. vos Donc je voix, c'est le préfère principal. maximiser donc sur donc au niveau vocal. Donc en fait aujourd'hui, pourquoi en fait on a souhaité agir sur les microagressions? Parce que tout d'abord c'est un sujet d'actualité. On peut avoir des microagressions dans le quotidien, on va dire au niveau personnel, mais aussi professionnel. Et aujourd'hui, en fait, on souhaitait ne pas banaliser en fait ces microagressions, parce qu'il faut savoir que Equance, donc on travaille sur des différents chantiers. On souhaite féminiser. Et aujourd'hui, on se rend compte que le bien-être des collaborateurs est très important. On a donc une obligation donc de sécuriser donc la sécurité en fait des collaborateurs, et aussi ça peut jouer sur la performance de l'entreprise. Les deux sont fortement liés. Et donc, on a eu des cas, on va dire, au quotidien, mais on a eu des remontées de témoins, mais on n'a pas eu de sanctions ou on va dire, entre guillemets, aujourd'hui, en fait, c'est parti d'un constat qu'aujourd'hui, ces microagressions, c'est banalisé sur les chantiers et même au bureau. Et donc, la direction et moi-même, on a souhaité mettre le doigt dessus en disant que on a des sensibilités différentes, des interprétations différentes, et qu'aujourd'hui, avec les embauches, on va dire la croissance en fait de l'entreprise, on ne peut pas se permettre de continuer ainsi, Mm, tout simplement. c'est clair. Alors, Elisabeth, est-ce que tu as réussi à avoir du son ou pas? Je ne sais pas si elle nous entend. Elisabeth, on ne t'entend pas. Oups. Non, je crois qu'il faut peut-être que tu te déconnectes et te reconnectes. Au pire, c'est pas grave, je te donnerai la parole après. Nous sommes flexibles durant cette table ronde, mais là, nous n'entendons rien. Je pense pas que vous l'entendiez non plus, hein. Il n'y a pas que moi qui, on est d'accord. Karen, on va peut-être du coup continuer avec toi. Quelle initiative tu as pu mettre en place alors finalement pour prévenir ces microagressions ou traiter le sujet? Aujourd'hui, en fait, grâce à ton association, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sensibilisé. Donc là, une grosse partie de nos collaborateurs, que ce soit en fait sur les chantiers et au bureau, tous les collaborateurs, que ce soit managers et les compagnons, à l'inclusion, à la diversité. Et pendant nos journées sécurité, on a un atelier sur le sexisme. Donc en fait, on en parle tout au long de l'année et on fait des piqûres de rappel lors des ateliers, des différents ateliers et au sein de nos différentes agences. Très clair. Peut-être Diane, quel frein une entreprise peut rencontrer finalement? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument, tu sais, dont on parle, la susceptibilité des personnes? Alors, je reprendrai les mots de Karen sur le fait que ce soit largement banalisé. Ces microagressions, quand notamment on n'a jamais été ciblé par ces microagressions, on peut avoir véritablement un angle mort sur la compréhension de l'impact. C'est vrai que c'est pas toujours facile de détecter une microagression. Pour certaines personnes, tu l'as cité tout à l'heure Alice, la phrase "tu fais vraiment pas ton âge" est un compliment. Et ça reste une incompréhension d'aller mesurer pourquoi ça vient chercher au niveau de l'âge l'idée que c'est quand même mieux de faire jeune parce que finalement c'est mieux d'être jeune.
Donc, on peut ne pas détecter une microagression. On peut, je l'ai dit tout à l'heure, se focaliser sur l'intention. Et donc, quelque part, avoir l'impression aussi que ça peut être dans l'ADN de notre équipe, de l'humour. Et puis, il y a justement cette envie de dire que le droit à l'humour n'existerait plus. On a la fameuse phrase est-ce que vraiment c'était mieux avant? Mm. Et donc, d'aller chercher peut-être et de pointer le doigt une susceptibilité individuelle pour lequel aujourd'hui vous êtes armé pour répondre que ça n'a pas un lien avec un enjeu individuel, mais que c'est bien un enjeu systémique. Tu l'as dit, 82% des salariés ont un jour été témoins et on a tout à l'heure vu l'impact massif sur leur performance, leur engagement, leur fidélité. On est quand même dans une guerre des talents. Savoir que dans une réunion, il y a 10 personnes et 8 témoins, ces 8-là, effectivement, vont vivre une expérience qui va les désengager et clé. Et puis, Karen disait que c'était le sujet, effectivement, de ne pas normaliser, pas banaliser des comportements finalement hostiles. Souvenez-vous, les microagressions sont le terreau des discriminations. Le défenseur des droits le dit. Dans 99% des cas où il est saisi, il y a eu des signes avant-coureurs que sont ces microagressions. Et donc, on parle d'un continuum d'attitudes hostiles. Et donc, il est absolument essentiel de prendre la mesure de ce que ces microagressions représentent et de l'urgence d'adresser le sujet. Tout à l'heure, Equance travaille beaucoup sur le sexisme. Le sexisme, c'est la microagression qui touche le genre. Mais on a ces microagressions sur l'âge, ces microagressions sur mon apparence physique, mon état de santé. Donc, quand on n'adresse pas ce sujet et qu'on laisse ces propos perdurer, mais finalement on banalise le racisme ordinaire, le sexisme ordinaire ou l'homophobie au quotidien. Mm. Et Karen, parce que je vois que Elisabeth a vraiment des soucis pour se connecter. Quel est le rôle des managers opérationnels dans la prévention en fait de ces microagressions selon toi? Parce que finalement, c'est pas qu'un sujet de RH, j'imagine, cette question. Non, du tout, parce qu'en fait, le manager, il faut dire qu'il a le dos large. Enfin, c'est vraiment, en fait, ce sont vraiment des éléments clés de la société. Ils sont souvent, en fait, le premier témoin ou le premier relais, donc, à ces microagressions. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, il faut vraiment les sensibiliser, qu'ils se sentent, en fait, outillés, et qu'on puisse les accompagner, face à ces microagressions. Et je voulais rajouter au niveau des microagressions, c'est oui, il y a tout ce qui est, enfin, on va dire que ça peut être lié au sexisme, donc genré, l'homophobie, etc. Mais on a aussi des microagressions liées, j'ai envie de vous dire, au savoir-vivre. Il y a aussi ne pas dire bonjour, parce que la personne ne revient pas. Il y a aussi les questions de rumeurs, etc. Et aujourd'hui, en fait, les managers ne se rendent pas compte que ne pas dire bonjour, c'est une microagression. Donc, c'est vraiment les sensibiliser à ce niveau-là et dire que il faut agir à partir de ce moment-là et ne pas laisser perdurer ces microagressions. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand j'en parle donc aux managers, ils ne le savaient pas. Pour eux, c'était un manque de savoir-vivre, mais non, parce que la personne qui subit en fait, euh, voilà, on va dire l'isolement, euh, enfin, ces personnes-là peuvent le vivre très mal. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment les sensibiliser à ce niveau-là. Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est ces incivilités qui sont le terreau, en fait, comme on commence par des Complètement. incivilités qui emmènent finalement à des microagressions. Et Mhm. parfois, oui, effectivement, on peut ne pas dire bonjour à des personnes et ça peut être lié à déjà des préjugés sur leur genre, sur leur origine, On Complètement. commence par ça, puis on exclut, on isole de plus en plus. Tout à Alors, fait. Elisabeth, je crois qu'elle a réussi à revenir. Est-ce que tu Je nous suis entends? désolée. Mais Et pourtant, non, en mais partage de connexion, on avait sécurisé, mais c'est pas l'ordinateur a grave. planté. Voilà, je suis C'est navrée. comme ça. Tu vois, c'est pour en fait tester notre stress, notre résilience, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, tu sais qu'on va reprendre au début parce que tu n'as pas pu répondre aux questions que j'ai posées à Karen. Donc, c'est génial. Tu vas avoir un petit temps pour toi. J'ai de la Donc, chance. on All va, eyes on me. on va reprendre au début. Donc,
c'était, bah, tu sais, de te demander pourquoi est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour que vous agissiez en fait avec Dieu assis sur ces micro-agressions et puis peut-être commencer à nous parler, bah, tant qu'à faire, des initiatives que vous avez pu Oui, mettre en place. ça Voilà. marche. Ça marche. Donc, je reviendrai pas hein, sur. Je pense que tout le monde avait entendu lorsque j'ai présenté le groupe et le nombre de collaborateurs qu'il y a. On est 8000, juste pour dire, 8500 au total. On est 4200 en France et notre capital, c'est l'humain. Donc, il faut le préserver. Il n'y a pas. Pour moi, il ne faut pas attendre qu'il y ait des situations de microagression, de harcèlement pour agir. On peut au quotidien et tout au long de l'année à mettre en place des actions parce que c'est notre responsabilité en tant qu'employeur de prévenir et d'anticiper ces sujets-là. Est-ce que vous m'entendez toujours? Très bien, très Top. bien. Et on a également une responsabilité morale. Donc, on doit garantir aux collaborateurs un environnement de travail qui soit à la fois sûr et respectueux, que ce soit un manager ou un collaborateur classique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, avant que tout ça n'arrive, tu parlais d'impact liés aux microagressions. Chez Diosiassi, les enjeux de santé mentale et physique sont intégrés à notre feuille de route RH et RSE. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est un sujet qui est important pour nous. Agir, c'est refuser de fermer les yeux. C'est aussi reconnaître la réalité du terrain. C'est pas juste dire, j'entendais Karen tout à l'heure qui parlait des managers. Alors, j'ai pas tout le contexte, désolé, mais je dirais, c'est être en capacité de reconnaître ce qu'il y a sur le terrain, à la fois côté manager et collaborateur, ne pas fermer les yeux et accompagner dans ces situations-là pour qu'ils puissent travailler dans un climat Non, décidément, Elisabeth, je pense que c'est, de on t'entend confiance plus. et de respect. Ah, Et Elisabeth, ça coupe beaucoup, excuse-moi, tu vas devoir moi, je reprendre. vois Non, un on t'entend gros pas. sur 3 points, c'est l'accompagnement, la vigilance. Allô? Et Ouais, là, ça en va fait, mieux? non, c'est pas beaucoup mieux. Non? Oui. Vous croyez qu'on se fait un test en direct? Attendez, on va faire multicanal. Si j'appelle Elisabeth et que je rapproche, On va y arriver? mais oui, il faut tester dans la bonne humeur. Ah, attendez, je vais ouvrir. Ils sont bienveillants, j'en suis sûre. Je vais t'appeler sur ton téléphone. On va voir si ça fonctionne mieux. Peut-être qu'en mettant en haut-parleur. Alors, est-ce que si j'approche comme ça, Elisabeth, vous l'entendez? Ah oui, alors attendez, il faut que je coupe mon micro. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'elle peut parler? Oui, on l'entend. Euh, Ouais, vous entendez bien ou pas trop? Attends, Non? Elisabeth, Toujours pas. Alors, sur le téléphone. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais essayer de me connecter via le Eh téléphone. ben, parfait. Deuxième option. On va y arriver. Eh ben, Oui. alors peut-être que en attendant que ces soucis techniques se règlent, Diane, tu pourrais peut-être nous parler de ton enquête parce qu'elle révèle aussi une certaine attente de la part des salariés. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait, et ça résonne avec ce que vient de dire Karen sur les managers premiers relais doivent être outillés. Donc, on a posé la question aux salariés. Donc, c'est une enquête qui est représentative. Hein. Quand je vous présente les chiffres, on peut dire les salariés français. Ça, c'est intéressant et c'est aussi pour ça que j'ai demandé à ce que ce soit l'IFOP pour être sûr de saisir réellement la réalité des faits. Les salariés nous disent quoi? Ils ont comme attente un recadrage par la hiérarchie, voire une sanction en cas de répétition. L'IFOP a été étonné de cette demande qui était forte, presque plus forte que sur les études qu'ils peuvent mener sur le sexisme. Donc on voit bien aujourd'hui que les salariés ont cette envie de tolérance zéro, quel que soit l'endroit où on vient aller. On parle parfois de piqûre de moustique.
venir me stigmatiser, venir finalement me réduire à une caractéristique de mon identité, comme si mon apparence physique, la couleur de ma peau ou mon genre résumait entièrement qui je suis. Ils souhaitent être formés et sensibilisés. Je vous parlerai tout à l'heure de la façon dont on peut effectivement les former et j'en profite pour dire que chez Diosiassi, les managers sont formés justement, si Elisabeth ne se reconnectait pas, sur le management inclusif, mais je la laisserai si elle peut en parler, sinon je pourrais prendre la parole. Ils attendent des prises de position officielles. Il y a vraiment cette envie d'avoir des leaders exemplaires et des prises de parole. Et en anglais, on dit walk the talk, hein, c'est je marche sur ce que je dis, c'est-à-dire annoncer des ambitions et les réaliser. Et puis des managers comme relais privilégiés, car plus formés et plus légitimes pour intervenir. Donc il y a urgence effectivement à ce que ces managers, même si j'insisterai après sur le rôle personnel du salarié. Je dis souvent que pour qu'une culture soit inclusive, il y a 3 grands leviers. D'abord, des process vertueux. Je recrute sans discriminer, je forme sans discriminer, je paye sans discriminer. Des pratiques managériales exemplaires et également des salariés personnellement responsabilisés et équipés. C'est pas un sujet RH, la diversité et l'inclusion. C'est pas attendre continuellement que mon manager fasse quelque chose. Mon vécu de travailler dans tout à l'heure, on citait l'exemple de pas dire bonjour, et je réagis à une remarque et une question d'Annick qui demandait, mais il n'y a pas que des mots dans les microagressions et effectivement, ça peut être des comportements. Ne s'adresser qu'aux hommes quand on rentre dans une pièce, couper la parole, toucher les cheveux d'une personne parce que c'est doux, etc. pour les personnes qui ont les cheveux texturisés, ou ne jamais dire bonjour, effectivement, à certains collègues. Donc, vous le voyez, les salariés sont en attente. On a réellement ici un signal que toutes et tous, nous souhaitons travailler dans un environnement qui soit plus sûr et plus inclusif. Et justement, qu'est-ce que chaque salarié peut faire alors individuellement pour incarner cette culture plus inclusive? Tout à l'heure, je parlais de l'angle mort qui était les microagressions, en disant on a traité, d'abord on légifère, il y a 26 critères de discrimination, on a des enquêtes internes, on sait comment traiter les victimes et les auteurs, et puis il y a un deuxième angle mort qui était le rôle du témoin. Qu'est-ce qui se passe? Et qui suis-je? Est-ce que je suis légitime pour prendre la parole quand je me sens effectivement désalignée, en colère? On l'a vu tout à l'heure avec des impacts très forts. C'est là qu'intervient ce fameux mot allié. Comment je peux décider de ne plus être un témoin silencieux, mais être allié, c'est au-delà de ça. C'est quand on n'est pas visé par une inégalité ou un comportement excluant, comment je m'engage pour faire cesser cette inégalité ou ce comportement aux côtés des personnes visées. Je ne suis pas un super-héros ou une super-héroïne qui vient t'aider, toi, Alice, parce que tu ne saurais pas te défendre. Je viens affirmer que je souhaite pour toutes et tous un environnement inclusif. J'ai structuré cette approche autour du savoir agir et s'engager. Je trouve que c'est quand même plus facile dans les moments où c'est avec des moyens mémotechniques. Le savoir, c'est je prends conscience du vécu de l'autre. Et d'ailleurs, si un collègue vient me partager une situation qui a été inconfortable, alors que le conseil n'a pas été sollicité, je ne vais pas juste répondre « Ah, écoute, il le fait avec tout le monde ». Donc, je m'ouvre à la réalité. Quand dans les formations que j'anime des salariés et je fais de l'intra-entreprise où certaines personnes peuvent dire « Ici, il n'y a pas, je ne sais même pas pourquoi on fait cette formation, il n'y a pas de microagression », puis leur collègue d'à côté raconte pléthore d'exemples vécus. Effectivement, je m'ouvre, je reconnais que je ne vois pas toujours le problème et je jette un nouveau regard sur les situations. J'agis en dénonçant les propos inappropriés, en redonnant la parole aux personnes qui ont été habituellement coupées, en ouvrant des conversations courageuses et puis je m'engage proactivement et plus largement pour promouvoir sur le long terme un environnement inclusif. Quand il y a une conférence sur le sexisme, c'est fort dommage qu'il y ait 90% de femmes. Quand il y a par exemple un groupe de travail qui se crée autour de la... Alors on a... Ouais, c'est bon, voilà, c'est bon. merci. Quand on a par exemple un groupe, on appelle ça les ERG, Employee Resource Group ou Affinity Group, on n'a pas de mot très sympa en français, qui vient, et c'est du bottom-up, des salariés eux-mêmes qui disent « j'ai envie de travailler sur les danses, j'ai envie de mettre en lumière le sujet de la santé ou du handicap, est-ce que, alors que je ne suis pas
à terme en tout cas concernée. Je m'investis aux côtés, je soutiens des démarches collectives, je me forme, je propose des idées. Et donc, c'est vraiment ce sujet-là, donc du salarié responsabilisé. Je comprends mon rôle individuel, mais aussi équipé. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation, d'ailleurs expérientielle. On utilise le TED Forum afin que les salariés puissent revivre des situations qui m'auront été préalablement partagées quand je prépare les formations avec les ressources humaines, en essayant d'explorer d'autres postures et d'avoir une riposte qui, loin d'être agressive, hein, on dit qu'on n'agresse pas l'agresseur qui est rarement un agresseur, on ne peut pas avoir une intention de créer une culture inclusive en apportant de l'agressivité dans les situations. Donc comment est-ce qu'effectivement, en visant à terme un changement de comportement, je peux moi-même, salarié, être réellement acteur de cette culture? Très bien, merci beaucoup. Alors, Elisabeth, je crois que est-ce que elle est avec nous ou pas? Décidément, ça doit pas être confortable pour elle, la situation. Non, je crois elle est pas revenue. Elle a vraiment des soucis. C'est comme ça, hein, ça arrive. Bah, peut-être que Diane, tu peux expliquer qu'a pu mettre en place Diosasi, parce que je sais que vous avez pu collaborer ensemble. Tout à fait. Et donc, Diosiassi, dans son offre de formation pour les managers, n'adressait pas le sujet de la diversité et de l'inclusion. Et dans ces sujets-là, il y a évidemment, à un moment donné, l'idée de comprendre des concepts. Qu'est-ce que c'est la diversité? C'est quoi la différence avec l'inclusion, l'équité, l'égalité? En France, on aime le mot égalité et il faut quand même le repenser. Et on a souhaité effectivement apporter aux managers une journée de formation sur le management inclusif. Comment est-ce que, je comprends les biais cognitifs qui viennent créer des stéréotypes sur lesquels s'appuient les microagressions. Donc il y a vraiment un mécanisme très fort, hein, j'appelle ça l'autoroute des discriminations. Pourquoi? De mes biais à mes stéréotypes, ça va aller ou pas activer des préjugés qui vont aller droit vers les microagressions, source de discrimination. Et donc, il y a le vivre, hein, donc avec des exemples, et puis ensuite, on réinterroge, on utilise un outil d'intelligence collective, le World Café, sur des pratiques particulières, dans le recrutement, dans l'intergénérationnel aussi. Comment je fais pour former, développer, intégrer tout le monde avec cette idée-là de je souhaite que chacune de mes collaborateurs, collaboratrices puisse, j'aime bien le mot déplier, comme quand on dépliait avant les cartes routières. Bon, aujourd'hui, c'est Waze, mais déplier l'entièreté de son potentiel. Je ne peux pas dire que je veux de la diversité dans mon équipe si, quand par exemple, je recrute quelqu'un qui est jeune, en disant ça va m'apporter, alors des fois basé sur des stéréotypes, il va être doué sur la technologie. Et puis à chaque fois que ce jeune prend la parole, lui dire attends, commence par faire tes armes. Aller chercher effectivement une femme dans un comité de direction avec de mauvais arguments de ça va nous apporter un peu plus de douceur, et puis lui couper la parole continuellement. Donc comment est-ce que je veux effectivement, ce que je disais, hein, que les bénéfices et la magie de la diversité opèrent pour que chacun puisse finalement vraiment déployer son plein potentiel, et on réexplore sur le sujet du rôle des témoins. Le manager est quand même attendu. Vous savez qu'aujourd'hui, la raison principale pour laquelle on quitte une entreprise, c'est à cause de son manager. On dit souvent, je viens pour un manager et je repars pour un manager. Et donc, ce manager-là, l'étude IFOP l'a prouvé, il est très attendu sur ces pratiques exemplaires, et donc prendre conscience de ce rôle-là et et être capable de créer une culture d'équipe suffisamment inclusive. Et là, en ce moment, on est en train également de créer et de déployer un e-learning pour les salariés et pour les managers, avec cette notion de je comprends les concepts, mais surtout je comprends individuellement mon rôle. Elisabeth, est-ce que je vois que tu es revenue? Oui. Ah, voilà. On avait un petit peu Voilà. avancé avec Diane pour qu'elle explique ce que vous aviez pu mettre en place ensemble, finalement, sur cette thématique. Tu veux peut-être compléter aussi sur, si on y arrive, sur sur tes sur les initiatives, Oui, en bien plus de sûr. ce que vous... Ouais. Bien sûr. Alors, peut-être revenir sur un point tout à l'heure, Diane, que tu abordais, qui était le témoin, qui pour moi a un rôle clé au quotidien. Et dans notre procédure
dans notre dispositif harcèlement, lutte contre le harcèlement, les agissements sexistes, et qu'on a en plus de ça étendu aux enjeux d'harcèlement moral et de discrimination, le témoin a sa place. C'est-à-dire qu'on s'appuie également sur le témoin et on l'invite à prendre la parole pour dénoncer d'éventuelles situations inappropriées. Donc, tu en parlais tout à l'heure et il a sa place et il faut qu'on arrive aussi à sensibiliser cette population-là. On en a quelques-uns qui peuvent venir à nous, qui parfois ont juste des doutes. Ils savent pas si c'est une situation de harcèlement, si c'est une micro-agression, si l'acte est répété, mais il y en a qui osent, il y en a d'autres qui n'osent pas parce qu'ils ont cette peur ensuite d'être catalogués. Et donc voilà, je voulais juste rebondir sur ce point-là et Mmh. dire que nous, dans notre procédure en interne, on les intègre comme étant des personnes qui doivent aussi se manifester. Mmh. Voilà. Très clair. Donc on a mis en place donc cette procédure dont je vous parlais, qu'on a étendue aux enjeux de harcèlement moral et aux situations de harcèlement moral et de discrimination. On a 2 référents harcèlement, donc il y a moi, comme je vous disais, comme tu me présentais tout à l'heure, et également ma collègue Lily. On a mis en place une adresse mail dédiée qui est limitée à Lily et moi, ce qui fait que la confidentialité est garantie, personne d'autre n'y a accès, et ça permet des échanges vraiment dans un contexte autre que notre casquette principale. Et ça rassure. Nous, en interne, les collaborateurs disent qu'ils se sentent rassurés de nous écrire directement sans avoir à passer par les adresses mail classiques. C'est des informations qu'on a mis aussi à disposition de l'intranet au sein du groupe, ce qui permet aux collaborateurs d'avoir l'information à disposition. On parlait tout à l'heure, enfin j'ai essayé de parler plusieurs fois des enjeux de santé mentale et physique, parce que c'est un impact direct, comme tu le disais tout à l'heure Alice, de ces situations de micro-agressions, de comportements inappropriés. Donc on participe et on met en place des actions chaque année lors de la semaine de la QVCT, donc c'est aussi important. La fresque de la diversité qu'on réalise là depuis, Diane, je sais plus trop quoi, un an et demi? C'est ça Oui. à peu près, voilà, en partenariat avec, Diane. J'ai eu la chance de pouvoir la faire, donc c'est assez, c'est très prégnant comme exercice et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à le réaliser, à vous rapprocher de Diane parce que c'est une belle prise de conscience, mais elle vous met aussi, face à la réalité. Donc on l'a proposé aux collaborateurs. Là, dans le cadre de la semaine du handicap, européenne du handicap, on va proposer un jeu aux collaborateurs et les gagnants pourront participer à une fresque de la diversité. Donc c'est pour vous dire, ça permet aussi de sensibiliser en proposant ce type d'action. Diane l'a dit tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas dessus, hein, mais on sensibilise également les managers dans le cadre de leur parcours d'intégration en tant que manager. Il y a un travail de proximité, on les oublie, mais elles ont aussi leur rôle. Nous, on a des infirmières sur site, on a cette chance, et on travaille également en lien avec la médecine du travail. Et puis, on parlait tout à l'heure de santé mentale et encore une fois, on a mis à disposition des collaborateurs une ligne de soutien psychologique. Alors peut-être que d'autres en ont parlé, mais voilà, nous aussi chez Diocèsi, on a cette ligne de soutien psychologique qui est mise en place. On a des séances qui sont proposées aux collaborateurs par an et c'est pris en charge à travers notre contrat de santé. Donc c'est une découverte. Donc quand on sent qu'il y a un besoin, on n'hésite pas, même dans les rappels qu'on fait, dans les communications, à dire: «Bah, voilà, n'oubliez pas, vous avez accès à cette ligne de soutien psychologique, n'hésitez pas à y avoir recours». Aussi, on suit les plans d'action qu'on met en place lorsque des enquêtes pour de potentielles situations de harcèlement moral ou autre sont faites. Ça nous permet de voir l'évolution du plan d'action qui a été proposé au sein des équipes et puis on fait aussi des rappels annuels des dispositifs, via, l'intranet. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait, régulièrement pour permettre aux collaborateurs comme il y a tellement d'informations qui sont brassées, c'est leur permettre d'avoir les informations en tête à un moment ou un autre. Et pour la diversité et inclusion, tout à l'heure, Diane, tu le disais, donc je ne reviendrai pas trop dessus. Je pense que tu avais bien partagé l'action à venir. Là, on travaille effectivement sur ce e-learning qui sera rendu obligatoire. Cette semaine, on s'est vu avec Diane et toutes les collègues qui travaillent autour de ce projet pour le rendre obligatoire
et permettre à deux niveaux d'être sensibilisés à ces sujets-là dès l'année prochaine. Très clair. Et Elisabeth, du coup, j'avais posé une question à Karen, tu sais, sur le rôle des managers dans la prévention. Qu'est-ce que de votre côté, enfin, bon, j'imagine qu'il y a tout un écosystème, hein, le manager, il n'est pas seul, mais de son propre chef, pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle qualité, quel levier d'action il y a de son côté, quoi, finalement? Alors, je dirais déjà que le manager a un rôle clé. Il me semble que c'était Karen qui en parlait. Il a un rôle clé pour instaurer un climat respectueux et inclusif. Et pour cela, il y a peut-être plus de leviers, mais moi j'en ai identifié 3. On a l'exemplarité, à la fois par son attitude et ses décisions. Donc c'est lui qui va donner le ton et incarner les valeurs de respect et d'équité. Donc ça, c'est important, d'autant plus qu'au sein de Diocèse, on a des valeurs, on a déployé des ateliers à valeurs pour permettre aux collaborateurs de s'approprier les valeurs du groupe au quotidien. Il y a la vigilance, il doit rester attentif aux signaux faibles et savoir intervenir rapidement pour pouvoir désamorcer une situation lorsqu'elle est à risque, hein, ou éviter qu'elle le devienne. Et je dirais qu'il y a aussi le dialogue, c'est pouvoir favoriser un climat de confiance qui permet à chacun de s'exprimer librement. Alors parfois, le manager, il est démuni, mais c'est aussi lui rappeler, pour moi, c'est important qu'il n'est pas seul. On est tous acteurs et qui fait partie d'un écosystème. On a les RH, on a la direction, on a les référents harcèlement, on a également les partenaires sociaux. J'évoquais tout à l'heure la médecine au travail. Donc, on doit, c'est finalement, c'est un écosystème qui lui permet d'être soutenu et d'être outillé. Donc je dirais. Et puis, ils sont démunis. On le voit, hein, certains managers, là, on parle du harcèlement, mais cette semaine avec Diane, on parlait aussi des sujets relatifs au handicap. Parfois, et je revois ma collègue cette semaine qui nous disait, des fois, un manager vient vers moi avec la reconnaissance RQTH et il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quel impact ça va avoir. Et en fait, c'est de cet ordre-là, c'est être en capacité de les rassurer et de les accompagner, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est pas simple. Et donc, pour moi, je dirais que c'est une responsabilité collective de prévenir les microagressions, car c'est le collectif qui, lui, va contribuer, qui va construire, il permet de contribuer à la création d'un environnement de travail à la fois sain, coercitif et bienveillant. Puis c'est vrai que les microagressions, c'est un peu le terrain favorable après à d'autres choses comme le Tout à fait. harcèlement discriminatoire ou plus. Peut-être avant qu'on passe aux questions et réactions, Karen et Elisabeth, est-ce que, on va commencer par toi, Karen, petite question subsidiaire. Est-ce que les actions que vous avez pu mettre en place, est-ce qu'elles ont, vous avez pu évaluer si elles avaient un impact? Est-ce que ça a pu selon vous, faire évoluer ou faire un pas de côté peut-être à certains collaborateurs qui ont pris conscience? Parce que comme disait très justement Diane, les microagressions, des fois, on n'est pas conscient qu'on en est auteur. Et très certainement, on l'a tous été un jour. Alors, est-ce que ça a pu changer quelque chose, Karen? Est-ce que tu peux peut-être Alors, commencer? honnêtement, je ne sais pas s'il y a eu un lien de cause à effet, mais c'est vrai que à partir du moment où on a sensibilisé, donc on a commencé à sensibiliser tous les collaborateurs, on a eu plus de remontées en termes voilà, d'harcèlement, en termes de posture en fait, de manager, de certains collaborateurs. Cette année, comparé à d'autres années, j'ai eu 2-3 dossiers à gérer. Et je vois que les managers, en fait, ils sont beaucoup plus impliqués et on agit beaucoup plus rapidement. Alors qu'à l'époque, on laissait ça plutôt de côté, on échangeait et après, ça n'allait pas plus haut ni plus loin. Et là, non, on le traite tout de suite. Mais je pense qu'il y a encore un levier donc, à activer, c'est qu'il faut anticiper aussi les remontées. Parce que on a un cas récemment où si on avait anticipé, si on avait fait la remontée plus tôt, on ne serait pas parti jusqu'au licenciement, mais juste une sanction disciplinaire. Et c'est ça en fait qu'on veut faire réaliser aux managers et à certains collaborateurs, c'est qu'on peut éviter déjà d'avoir plus de victimes, entre guillemets, et que la sanction soit moins lourde. Voilà, parce que plus on attend,
plus on aura, on va dire, l'effet tache d'huile, etc., de cette personne qui a une mauvaise posture, un mauvais comportement. Et on aurait pu éviter le licenciement, voilà, la rupture de contrat. Oui, je comprends. En tout cas, Donc, je pense qu'il y a encore du travail. ça s'aggrave finalement parce que la situation n'est pas suffisamment anticipée. Et puis peut-être aussi parce que, d'où le rôle des témoins dont parlaient Elisabeth et Diane, qui est fondamental, c'est que des fois, il y a une petite omerta des services, on va dire, Voilà, tout à fait. où finalement, on s'auto-protège tous, on ne dit rien, et puis le problème ben, s'aggrave finalement en se disant, oh, bah, Polo et Paulette, effectivement, ils sont comme ça, mais bon, ils ont toujours été comme ça, hein. Donc, au final, on subit jusqu'à ce qu'à un moment donné, la piqûre de moustique, comme disait Diane, elles sont trop importantes Mais et voilà, tout ça finit par simplement. exploser. Et Elisabeth, est-ce que toi, tu as pu voir un changement, enfin, c'est pas évident, hein, forcément, mais est-ce que, ou une prise de conscience depuis que vous faites des actions? Est-ce que vous m'entendez? Parce que du coup, Oui, on toutes t'entend. mes prises de parole, Elle est j'ai peur. traumatisée, Elisabeth. Exactement. Alors, je pense que je ne vais pas réinventer ce que Karen a dit parce que c'est aussi le constat qu'on a fait avec les collègues, c'est que la parole se libère. On nous sollicite beaucoup plus, effectivement. On a à la fois des témoins qui se posent des questions, qui viennent nous voir, voilà, juste pour alerter. On creuse un petit peu, on se rend compte qu'il n'y a pas de sujet. On a aussi des situations où on mène l'enquête et parfois c'est pas du harcèlement, ce ne sont pas des micro-agressions. Et puis il y a des situations qui sont vraiment des situations de comportement inapproprié, de micro-agressions, des situations qui deviennent en fait finalement du harcèlement. Alors il y en a pas beaucoup, hein, je vous rassure, mais qu'il faut qu'on doit agir. Et effectivement, l'axe de travail est d'anticiper un maximum, d'être proactif. Alors, certainement à travers la sensibilisation, hein, typiquement le 24 novembre, Diane va à nouveau intervenir en conférence pour sensibiliser à travers sa conférence. Ce n'était pas une blague. C'est ça, j'oublie toujours le titre, Diane. C'était qu'une blague. Ce n'était qu'une blague, exactement. Parce qu'en fait, il y a un besoin d'en reparler encore et encore, de rabâcher, de mettre les gens face aux situations parce que pour eux, Est-ce c'est que ça normal. te dérange si je fais Vous une pouvez couper vos réunion micros, ici, je parle excusez-moi, il y a pas quelqu'un qui a son beaucoup, micro ça te dérange ouvert pas? Ok, merci. et on attend tout. Bah, en tout cas, Julien sait qu'on a entendu qu'on avait besoin de lui. Mais n'oubliez pas de couper vos micros. Merci, Voilà, Elisabeth. je t'en prie. Et je pense que le point est important dans ce que tu disais. Des fois, c'est pas une microagression, des fois, c'est pas du harcèlement, des fois, c'est un conflit. J'allais dire juste un conflit, Complètement, on se comprend. tout à fait. Mais effectivement, il faut bien se rendre compte que dans la microagression, Diane le disait aussi, mais il y a quelqu'un qui domine une autre personne, hein. On n'est pas dans un rapport égalitaire comme dans le Tout à fait. conflit, on est plutôt quelqu'un qui va dominer l'autre. Et d'où l'importance là du service RH pour bien comprendre ce qui se passe, ce qui se joue et ne pas, comment dire, qualifier un acte ou avoir une sanction disproportionnée alors qu'on n'est pas du tout dans le même contexte finalement, quoi. Donc ça, c'est important aussi, d'où l'importance de savoir définir de Tout à quoi fait. on parle. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les trois. Quel rebondissement, mais plus qu'une série Netflix, hein. Alors, on a pu Elisabeth, elle est là, elle n'est pas là, etc. En même temps, je trouve ça assez génial parce qu'on s'en sort. Merci à nos auditeurs qui étaient bienveillants Merci pour aussi. votre patience. Est-ce que, Aïssata, on a des questions? N'hésitez pas surtout à les poser si on a. Oui, alors il y a eu plus de remarques que de questions et les remarques elles étaient très pertinentes. Et du coup, la question que je vais poser, c'est par rapport en fait aux clients. Donc, on parle beaucoup en fait des microagressions dans l'entreprise, entre les collaborateurs. Mais du coup, dans une relation, dans un cadre commercial, les clients, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Voilà.
Très intéressant comme question. Est-ce que Diane, tu peux... Oui, je peux répondre. Alors, je vais commencer par partager un exemple qui m'avait été remonté lors d'une formation. Une équipe avait fait un appel d'offres et lors de l'appel d'offres, le partenaire dit, écoutez, je vais mettre Cécile sur ce projet et rassurez-vous, je serai bien garde qu'elle ne soit pas en congé maternité. Avec un côté, je vais obliger effectivement cette personne. Et à ce moment-là, il y a eu quelqu'un qui a pris la parole en disant, écoutez, on n'est pas à l'aise avec ce que vous venez de dire parce que nos engagements sur la parentalité et dans notre entreprise ne correspondent pas du tout avec votre point de vue. Autre pratique que j'ai pu voir, des entreprises qui affichent leurs engagements en externe, avec effectivement cette volonté-là. Puis après, il y a une réalité. À un moment donné, c'est un très gros contrat. Là, moi, l'exemple que je vous donnais, c'est plutôt quelqu'un qui était un partenaire, mais vous êtes face à un très gros client. Vous êtes sidéré, parce qu'on n'a pas parlé de pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas, hein, mais le cerveau fait qu'on peut passer en mode squeeze, il ne se passe plus rien, on est absolument sidéré. Et la microagression est passée, tout le monde s'est tu. La recommandation que j'ai ici pour vous, c'est à minima d'aller parler avec la personne ciblée après. En fait, on ne mesure pas à quel point, puisqu'il y a eu du silence de toutes parts, la victime ne sait pas si elle a été la seule à voir, à comprendre et à être choquée. Et si finalement, dans votre silence, vous êtes plutôt en train d'acquiescer, peut-être d'ailleurs vous avez ri, hein, parfois, et là encore je recommande, votre premier petit pas d'allié, c'est de ne pas rire quand c'est pas drôle. Et on le fait parce que tout le monde se met à rire. Et donc, c'est d'aller voir la victime et de lui dire, j'ai été sidérée par ce qui a été dit. Je n'ai pas trouvé les mots, mais est-ce que tu as envie qu'on fasse quelque chose? Est-ce que c'est par exemple justement d'aller voir son manager ou la RH pour essayer de comprendre si quelque chose peut être fait? Parce que dans cette relation, la situation peut être un peu différente. Mais n'oubliez jamais que quand la victime rentre à la maison et qu'elle raconte le soir ce qui lui est arrivé devant une équipe qui s'est tue, elle considère que le collectif soit n'a pas vu, soit ne dit rien et consent à ce genre de pratique. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Alors, il y avait eu des réactions par rapport au bonjour, en fait, par rapport au contrat de travail. Donc, c'est écrit, même si c'est pas précisé en fait dans le contrat de travail, un salarié se doit de suivre les règles de politesse et de respecter les personnes qu'il côtoie au travail. Donc, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça, des précisions. Alors, il y a eu une jurisprudence cette semaine d'un salarié qui a été licencié pour ne pas dire bonjour. Et donc là, c'était pas une microagression parce que l'enjeu était pas, je dis pas bonjour aux femmes ou aux personnes non blanches. C'est je ne dis pas bonjour tout court. Et donc il a été licencié et effectivement, on a reconnu que ça faisait partie de la façon dont on doit être au travail. Donc, mais à mes yeux, en tout cas, si c'était une microagression, c'est que je ne dis jamais bonjour à une personne noire, à une femme ou à une personne que je sais ou pense être homosexuelle. Quand je dis pas bonjour à tout le monde, on est sur un autre champ qui pour autant doit être absolument saisi. Oui, groupe minoritaire ou marginalisé. Exactement. Parce que les femmes ne sont pas minoritaires, elles sont la moitié, donc on ne peut pas dire voilà. Mais effectivement, tu as raison, c'est lié en fait, tout à à une fait. caractéristique de mon identité. Exactement. Je peux rebondir aussi, si vous voulez, sur la question de Myriam qui parle de 4 générations et les RH. Alors là, on est dans la discrimination. Quand vous vous souvenez, les 3 leviers essentiels des process vertueux, des pratiques managériales exemplaires et des salariés individuellement responsabilisés et équipés, quand les RH, pour de vrai, c'est jamais seuls les RH qui font un plan de carrière. Pour avoir été moi-même directrice talent, on n'a jamais une décision seule. Quand quelqu'un n'est pas formé ou il n'y a plus sa place dans les plans de succession, le manager a aussi une responsabilité. Ça, c'est de la discrimination. On est au-delà de la microagression. La discrimination, c'est pour une raison, ton âge, ton état de santé, tu n'as pas accès donc dans le cadre du travail, à un emploi, je ne te recrute pas, je ne te promeux pas, je ne te forme pas. Et peut-être une toute dernière question, parce que je vois qu'on va dépasser l'heure, mais de Séverine, Aïssada, je te laisse peut-être la lire. Alors, les microagressions peuvent concerner les non-dits, la non-communication, pas uniquement le verbal. Du coup, comment réagir vis-à-vis de la hiérarchie? Je pense qu'elle est importante que beaucoup de personnes se posent la question de la hiérarchie. Comment faire?
Vous voulez que je réponde? Oui, J'en oui, ai vas-y, trois. vas-y, vas-y. On a adressé le sujet des microagressions verbales ou non verbales. En fait, on peut aujourd'hui, les entreprises, alors il y a une obligation en France d'avoir une cellule de signalement et de communiquer le numéro, ça peut être, et ensuite de mener une enquête. La microagression, elle ne nécessite pas toujours de rentrer en enquête interne. En tout cas, on peut tout à fait, puisqu'on est équipé, aller être dans une réalité et d'écouter ce qui s'est passé. Donc, en fait, comme toujours, hein, si c'est aussi un sujet de harcèlement, si votre manager ne réagit pas, vous avez un référent, vous avez un RH. Et à un moment donné, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir, et puis ne pas rester seul. Dans les moments où on n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que personne ne réagit, de parler avec d'autres personnes qui ont été aussi témoins. On recommande beaucoup, notamment dans le livre là, qu'on vient d'écrire, de créer un collectif d'alliés. Ne restez pas seul avec D'abord, vous n'êtes pas un chevalier blanc qui va essayer effectivement comme ça de régler tout, mais créer un collectif de personnes qui ont à cœur de mener des pratiques. Et le point de bascule, quand la majorité, c'est d'être allié et pas d'être regardé comme quelqu'un un peu étonnamment, je sais pas, d'ailleurs sur les femmes, on dit souvent elles deviennent agressives quand on a envie effectivement que notre parole soit écoutée. Donc entourez-vous aussi d'autres salariés et puis faites remonter comme vous le feriez pour une situation dysfonctionnante. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à toutes les trois. Je sais que Karen a dû nous quitter parce qu'elle animait un atelier chez Equance. Elisabeth, merci beaucoup pour ta résilience. Je crois que Merci à vous pour votre patience surtout. Bon, non, ben, pas de souci. Diane, merci infiniment pour Merci, ton merci bien. expertise et à Isata pour l'accompagnement. Et puis, ben, on va vous envoyer également tous les livrables qui sont ouverts. Dernier cadeau, c'est pas Noël, mais presque. Les livrables, voilà, on est une association d'intérêt général. Donc, on livre nos ressources, donc Aïssata va vous les partager dans les commentaires et je vous les renverrai de toute façon si vous n'avez pas le temps de cliquer dessus, mais sur l'intersectionnalité, le retour après un congé maladie longue durée, etc. On vous envoie ça tout de suite dans les... Ah ben c'est fait, Aïssata, quelle rapidité, C'est je n'ai fait. même pas eu le temps de voir, hein. Impeccable. Donc, merci beaucoup, merci pour votre patience. Désolée pour les petits désagréments, mais en même temps, c'était le charme du direct à l'époque. Maintenant, on fait que du replay. C'est ça aussi, l'avantage du direct. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.